Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode exceptionnel de notre podcast Futur plus humain, le podcast de l'innovation positive de KPMG en France. On est aujourd'hui en direct de Vivatech sur le stand KPMG. Ici évidemment à Vivatech cette année le sujet de l'intelligence artificielle est partout et j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnalités qui chacune à leur manière participent activement à écrire le futur de l'IA, que ce soit en France, en Europe, voire au-delà. Et ils contribuent à relever les grands défis technologiques, à former les talents de demain et à promouvoir un usage responsable et éthique de ces technologies puissantes. Alors bienvenue à Patrick Pérez, directeur général de QTI, un laboratoire d'intelligence artificielle en pleine actualité avec la sortie d'une solution particulièrement innovante qui s'appelle Unmute. Grégoire Jeunesse, bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général d'Albert School, une grande école de nouvelle génération qui place l'IA et la data au cœur de son cursus. Et bienvenue à Gilles Moïse. Bonjour. Gilles, vous êtes docteur en informatique. Vous êtes également fondateur de Recital, une entreprise qui est dédiée à tout ce qui est traitement du langage et de documents. Et vous êtes aussi auteur d'un livre « Donnerons-nous notre langue au chat GPT ». Alors avec vous, j'aimerais qu'on explore aujourd'hui une question centrale qui est comment est-ce qu'on peut tirer parti pleinement de ces incroyables avancées technologiques dans un sens qui soit plus humain en fait. On voit qu'il y a une accélération de l'IA et la question c'est vraiment comment est-ce qu'on peut bâtir de nouvelles frontières, c'est vraiment le sujet de notre keynote, pour une hybridation qui soit heureuse de toutes ces intelligences en fait, qu'elles soient collectives, humaines et technologiques. Alors je vais commencer avec une première question, Patrick. Pour vous, peut-être quelques mots sur QTI. On sait qu'il y a une grosse actualité. On l'a vu juste avant le salon et pendant le salon. Vous n'êtes pas éditeur de services, vous ne vendez pas de solutions, vous ne vendez rien, vous êtes un laboratoire de recherche ouverte sur l'IA. Qu'est-ce qui a motivé finalement la création de ce laboratoire un peu particulier ? Merci pour l'invitation. En effet, on n'est même pas une entreprise. En fait, on est un laboratoire à but non lucratif qui est dédié donc à la recherche ouverte en IA et qui a été fondé par 3 mécènes que sont Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt. Et à la fin 2023, donc on a 1 an et demi, c'est encore assez jeune. Et l'idée, c'était vraiment de créer un acteur européen de niveau mondial, mais en Europe, et qui joue un rôle important dans le concert de l'IA ouverte à un moment vraiment clé de cette science et de cette technologie. Alors vous venez de lancer Unmute, vous frappez fort, c'est un outil qui est bluffant, qui dote les grands modèles de langage d'une voix et d'une oreille. En à peine 2 ans, avec une équipe de 20 personnes et un modèle qui est non lucratif, comment est-ce que vous avez réussi à aller aussi vite ? Déjà en travaillant beaucoup. On a quand même commencé à 6 en fin 2023, donc ça fait 1 an et demi. Comment on a réussi à faire ça, c'est-à-dire sortir plusieurs choses en 1 an et demi, dont 2 premières mondiales, en ayant une équipe qui est hyper concentrée déjà, donc qui travaille beaucoup et pas beaucoup de distractions dans la journée de travail. Une équipe vraiment de très très haut niveau d'ingénieurs et de chercheurs qui sont extrêmement complémentaires. En particulier, on travaille beaucoup sur les IA multimodales. Donc, vous l'avez évoqué avec en particulier l'interaction vocale, mais ça veut dire déjà du son et du texte. Donc, c'est 2 modalités. Et on a une équipe qui est très forte en multimodalité, donc texte, son, image. Et ça, on a exploité ça de façon stratégique. Et on s'est concentré dès le début, on a identifié des opportunités qui nous ont semblé à la fois importantes du point de vue de la frontière de l'IA et de ce que nous, on pouvait faire. C'était risqué comme pari, puis on s'est lancé là-dedans à fond. Et puis également, on a la chance d'avoir accès à une infrastructure de calcul très puissante chez Scaleway, et puis aussi grâce aux ressources qui nous ont été données par nos mécènes. Quelques mots sur Unmute, peut-être plus précisément ? Alors Unmute, c'est une autre façon d'explorer l'interface vocale avec une IA que ce qu'on avait fait déjà il y a 1 an avec Moshi. Là, l'idée, c'est une idée de modularité avec un ensemble de modèles d'IA, donc de réseaux de neurones qui permettent, comme vous l'avez dit, de doter n'importe quel chatbot textuel à la fois d'oreilles et de cordes vocales, ce qui fait que, au lieu d'interagir par clavier et écran avec votre chatbot préféré, vous pouvez désormais faire ça de façon très fluide
de façon vocale. Donc nous, ce qu'on fournit, c'est le module qui fait la détection de la parole et la transcription de la parole de l'utilisateur. Et de l'autre côté, la synthèse vocale du texte qui est produit par le chatbot textuel et avec un très très gros travail sur la latence pour être rapide malgré ce séquençage de différents modules. Et vous parliez tout à l'heure d'interaction en fait quasi immédiate. Nous, vraiment des sujets qui nous intéressent, c'est la richesse, la fluidité de l'interaction avec les IA, qui est vraiment une chose importante pour que les usages soient plus vastes, soient plus inclusifs. En particulier, la communication orale, c'est vraiment le médium principal de communication entre humains. Donc c'est aussi normal de l'imaginer comme un moyen, une modalité de communication très importante avec les machines. Et pour ça, il faut que la technologie vocale progresse encore, donc en termes de fluidité, de naturel, d'émotion, etc. Gilles, vous êtes entrepreneur de l'IA avec Recital, mais vous êtes aussi une personnalité engagée pour l'éthique de l'IA. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ce tournant vers une interaction humain-machine de plus en plus fluide, de plus en plus imperceptible en fait, et notamment via la voix, comme on vient de l'évoquer? Est-ce que selon vous, ce passage de plus en plus naturel ne risque pas d'apporter un peu son lot d'illusions? Et je pense notamment à tout le débat sur le côté un peu toutes les projections anthropomorphiques qu'on peut faire sur l'IA. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Disons, comme toujours avec la technologie, ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, je trouve ça absolument génial d'avoir quelque chose comme Unmute qui va me permettre, moi, d'utiliser et d'ajouter une couche de vocal sur mon interface. On a une plateforme qui va permettre d'entraîner des modèles génératifs, extractifs, profonds ou pas, pour traiter automatiquement les documents. Moi, je vois très bien la prochaine version avec un Unmute au-dessus qui fait que les gens paramètrent et créent leurs agents vocalement. Ça, c'est absolument génial. Maintenant, vous avez probablement entendu ce mot d'une autrice polonaise qui disait: moi, ce que j'aimerais, c'est que l'IA, elle fasse mes courses et ma lessive, et qu'elle me laisse écrire et faire ma peinture. Or, aujourd'hui, l'IA, elle écrit, elle fait des images, mais par contre, elle me laisse toujours ma lessive et mes courses. Et donc, c'est assez intéressant. Je trouve que ça pose bien la question de qu'est-ce qu'on va en faire et pourquoi on le fait. Mais en soi, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est là, et d'une manière générale, et ça, c'est Jacques Ellul qui le dit, c'est-à-dire qu'on vit dans un système technicien. Et ce qu'il nous dit, c'est que dans un système technicien, ce qui est possible sera fait. Et donc, effectivement, c'est bien ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des choses, donc on les fait, et ensuite, à nous de nous en emparer pour en faire des choses, autant que possible, positives. Moi, le Unmute, je vois très bien ce qu'on peut en faire de positif. Maintenant, j'imagine aussi qu'on pourra en faire des choses négatives. Mais c'est vraiment à nous de nous en emparer. Est-ce qu'ensuite, la réglementation, est-ce qu'ensuite l'État, enfin ensuite, comment est-ce qu'on donne des directions à ça? C'est le sujet. Mais la technologie en elle-même est neutre. Et Patrick, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Quel est votre regard sur justement ces enjeux d'illusion versus réalité et notamment comment est-ce qu'on peut peut-être plus se protéger de ce risque sans freiner pour autant l'innovation? Donc évidemment, c'est une question importante et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par ailleurs. Juste un point, c'est pas une idée, c'est pas nécessairement de communiquer que avec les machines, mais c'est aussi de communiquer à travers les machines. Une des choses qu'on a sorties, qui est basée sur les mêmes technologies vocales, c'est de la traduction instantanée, simultanée sur un téléphone portable, qui permet à deux personnes qui ne parlent pas la même langue de se comprendre. Donc là c'est vraiment un canal de communication entre deux personnes. Mais s'agissant de la communication vraiment très très fluide avec une machine, c'est vrai que plus ça avance et plus c'est troublant. Et pour moi, il y a différents aspects. Il y a des aspects de choix de société, de projet de société, de réglementation. Pardon, et puis il y a des aspects techniques également. On peut marquer les contenus, on peut indiquer que c'est une IA avec laquelle on communique. Et un autre élément qui me semble vraiment crucial, c'est de sensibiliser finalement les citoyens, les utilisateurs, pour qu'ils comprennent mieux les technologies avec lesquelles ils interagissent. Je sais bien qu'une des façons d'avancer de la tech, c'est de rendre les choses toujours plus invisibles, mais je pense que c'est bien que les utilisateurs aient une culture minimale de ces outils pour bien les comprendre. Donc c'est une histoire de pédagogie, de vulgarisation. Alors justement, c'est parfait comme introduction pour Grégoire. Vous parlez de la sensibilisation, de la formation. Alors Grégoire, vous avez en commun avec Patrick Pérez le soutien de Xavier Niel et Rodolphe Saadé. Vous avez aussi celui d'ailleurs de Bernard Arnault. Avant d'en venir plus particulièrement à ce que vous faites et à votre cursus, pourquoi le nom de Albert? Qui est Albert et pourquoi ce choix?
Pour nous, c'était important d'avoir un prénom, parce que les gens s'attachent plus au prénom. Et une école, c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'attache. On la garde toute sa vie, son école. Donc on cherchait un prénom, et Albert, c'est venu de l'idée d'Albert Einstein, qui a dit cette phrase qu'on aime bien. L'éducation, c'est ce qui reste après qu'on ait oublié tout ce qu'on a appris à l'école. Voilà. Et pour moi, quand on pense une école, il faut vraiment penser que ce qu'on doit apporter aux élèves, c'est ce qui restera quand ils auront tout oublié. Alors votre école place la data et l'IA au cœur de la formation des futures élites économiques. Vous avez votre première promotion qui va sortir là dans fin juin. À quel besoin répond ce nouveau cursus? Et finalement, est-ce que les managers de demain devront parler Python comme ils parlent anglais? Est-ce que c'est votre objectif? Est-ce que c'est encore pertinent d'apprendre à coder alors que l'IA code par ailleurs? Voilà, il y a un peu tous ces questionnements au cœur de votre cursus. Nous, notre rôle en tant qu'école, c'est de répondre à deux acteurs, aux besoins de deux acteurs. Évidemment, aux besoins des jeunes, des élèves qui cherchent des formations et qui ont besoin de pouvoir avoir un rôle et d'apporter de la valeur dans la société. Et puis aux besoins des entreprises qui ont besoin de se transformer, qui ont besoin de trouver les talents. Aujourd'hui, nous, on enseigne le Python, on enseigne le SQL parce que c'est un outil qui va permettre de faire des choses. Peut-être que dans 5 ans, Python sera obsolète. C'est pas grave. En fait, on leur enseigne pas Python pour Python. On leur enseigne Python pour être capable... En fait, l'objectif de l'école, c'est surtout de leur enseigner les maths et le lien entre les maths et le monde économique. Et Python, c'est un outil qui permet de faire le lien entre les deux. Demain, les outils qui feront le lien, ils changeront peut-être, mais les maths, ça restera une façon de penser le monde, de penser les objets de façon structurée et rationnelle. Et puis, le business, l'économie et tout, c'est une façon de comprendre le monde qui nous entoure. Et l'objectif, c'est... Aujourd'hui, on vit dans un monde où les sociétés, les entreprises, les organisations deviennent de plus en plus complexes. Utilisent des outils comme l'IA, la data, etc. de plus en plus complexes. Et donc il faut former des jeunes qui ont un peu cette double casquette qui historiquement étaient séparés entre d'un côté ceux qui font des maths dans les écoles d'ingé et de l'autre côté ceux qui se posent des questions business, organisation dans les écoles de commerce. Donc aujourd'hui on veut mélanger tout ça à l'école. Et alors justement, vous parlez de l'entreprise et des nouveaux besoins qui ont émergé. C'est quoi selon vous les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées sur ces sujets-là? Et comment est-ce qu'elles peuvent aller vers de nouveaux viviers de talents, parce que c'est un véritable sujet. Alors les transformations vont de plus en plus vite, et donc les entreprises qui historiquement en fait ont fait leurs évolutions en embauchant des jeunes qui avaient les nouvelles compétences, bah ça marche de moins en moins. Parce qu'en fait de plus en plus, les gens, faut les reformer 4, 5, 6 fois au cours de leur vie, et nous malheureusement on répond assez peu à ça. On fait un peu de formation exécutive, on aide des entreprises à transformer, mais le gros aujourd'hui de ce qu'on fait c'est qu'on va former des jeunes, et donc ça va prendre un peu plus longtemps. Mais il faut aussi anticiper ça. Et aujourd'hui, nous, les entreprises qui viennent nous voir, leur problème principal, en France en tout cas, c'est pas de trouver des super ingénieurs en IA. Globalement, on forme parmi les meilleurs du monde dans la recherche de pointe en IA, dans des écoles ou des masters comme le MBA, des écoles comme Polytechnique, l'ENS. C'est plutôt de trouver la masse de gens qui vont être capables, non pas de faire de la recherche de pointe, mais de comprendre ces outils de façon suffisamment correcte pour ensuite les mettre en œuvre dans l'équipe marketing, dans l'équipe finance, dans les équipes supply. Et ça, ils ont du mal à trouver. Oui, c'est vraiment de répondre à des besoins spécifiques et des besoins très concrets, en fait. Exactement. Et en fait, on a, au-delà des super ingénieurs, chercheurs en IA, on a aussi beaucoup de développeurs qui comprennent un peu ces sujets. On a beaucoup de gens formés dans nos business schools qui comprennent le marketing, mais en fait, ces gens ne savent pas se parler. C'est vraiment très dur parce que c'est pas le même langage. Et donc, il faut former des interprètes qui maîtrisent les deux langages et qui sont capables donc d'aider les entreprises dans cette transformation. Gilles, je voulais revenir sur l'éthique. L'éthique est au cœur de vos préoccupations chez Recital et au cœur des débats aussi, notamment on l'a vu sur l'IA en Europe. Est-ce qu'on peut vraiment, d'après vous, concevoir des solutions qui soient éthiques by design, tout en restant compétitifs? Oui, bien sûr. Alors ensuite, ça dépend de ce qu'on appelle l'éthique, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et je crois que tous les trois autour de cette table, c'est ce qu'on a en commun, on veut avoir des solutions européennes, de premier plan, disponibles ici. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a l'éthique de l'IA, il y a aussi ce qu'on fait de la data qu'on capte pour l'IA. On sait aujourd'hui que cette donnée peut être utilisée à différentes fins. Moi, je sais que quand j'ai créé Recital en 2017, Donald Trump venait de se faire élire pour la première fois. Et déjà, je me disais, on a peut-être un souci, qu'est-ce qui se passe si ce nouveau président décide un jour de nous couper Google Mail, Google Doc, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Google Maps, etc. Voilà, je vois des grimaces dans le public, mais je veux dire, c'est qu'en fait, on ne peut plus rien faire. Donc évidemment qu'il faut se réapproprier ces technologies pour pouvoir, si un jour on n'y a plus accès à l'extérieur, être en fait autonome là-dessus. Et je crois que voilà, c'est tous les trois ce qu'on a en tête ici, c'est-à-dire former les gens
qui savent les créer, les maintenir, les développer, créer des modèles de fondation accessibles à tous, open, et enfin avoir des applications qui permettent d'assembler tout ça pour traiter automatiquement des documents, nous c'est ce qu'on fait, mais également générer des rapports, mais également utiliser tout ça pour qu'on soit autonome sur ces technologies dont on voit bien qu'elles sont en train de changer le monde au niveau personnel, professionnel et même institutionnel. Donc je crois que c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train de faire. Et oui, ça on peut le faire et d'ailleurs on est en train de le faire. D'accord. Et alors justement Grégoire, comment est-ce que vous intégrez ces sujets d'éthique dans vos cursus et dans votre management? Et au-delà de ça, comment est-ce que finalement votre pédagogie bouscule peut-être les codes traditionnels de l'éducation et de la formation? Nous, notre mission, c'est de former les leaders d'économie de demain. Et donc, les leaders d'économie de demain, effectivement, au-delà de maîtriser la technique de l'IA, de la data, au-delà de savoir lire un compte de résultats et faire des pubs sur Google, il faut qu'ils soient capables de prendre un peu de recul et de comprendre les grands enjeux du monde. Donc, un des 4 piliers importants dans notre enseignement, c'est le pilier humanité, où on va faire des cours de géopolitique, d'éthique du numérique, des cours sur l'environnement, pour que nos élèves soient capables de prendre du recul et de comprendre les grands enjeux qui les entourent. Et finalement, quand demain ils prendront des décisions, mais de prendre en compte tous ces enjeux et pas uniquement la rentabilité de l'entreprise. En termes de pédagogie, il y a 2 choses vraiment qu'on voulait faire différemment à l'école. La première, je l'ai déjà un peu expliqué, c'est ce côté hybride. C'est-à-dire on va former des gens qui maîtrisent vraiment bien la technologie, mais aussi qui comprennent très bien les organisations. Et le deuxième pilier de l'école, qui est aussi assez fondamental, c'est de faire une école. On a voulu créer une école qui est très proche des entreprises, très professionnalisante. Là où historiquement en France, même dans le monde, c'est généralement mis en opposition avec l'excellence. Des formations d'excellence très académiques et des formations professionnalisantes moins valorisées. Et ça avait du sens il y a 200 ans quand les écoles sont créées, parce que ce qui était professionnalisant, c'était rarement très complexe, ou sinon c'était très manuel. Aujourd'hui, les organisations sont devenues ultra complexes. À l'image de KPMG, il y a des groupes qui font des centaines de milliers d'employés. Il y a 200 ans, les plus grands groupes, c'était 50 personnes. Et dans des groupes qui font 200 000 personnes, en fait, il y a des choses professionnalisantes liées à ces organisations qui sont ultra complexes. Et donc, nous, très tôt, on expose nos étudiants à ce que c'est que ces groupes-là. Et donc, on fait des business cases, on fait venir des entreprises comme KPMG, comme Louis Vuitton, comme Google, dans l'école, pour faire travailler nos étudiants sur des cas concrets qui traitent de la donnée, mais pour résoudre un problème ouvert que la société se pose vraiment, et souvent lié justement avec aussi des enjeux d'éthique, de responsabilité environnementale. Et donc, les étudiants, ils sont très hands-on, ils sont très pratiques. Ce qui fait qu'après seulement 2-3 ans d'études, généralement quand les entreprises les prennent en stage ou en premier job, ils disent c'est dingue, cet étudiant, j'ai l'impression qu'il a déjà 2-3 ans d'expérience. Alors Patrick, parlons un peu de la réussite de QTI. Est-ce que c'est à l'image d'autres réussites comme Mistral, est-ce que ce sont des signaux forts qui montrent qu'en fait en Europe, tout est encore possible et qu'en matière d'IA, contrairement à ce qu'on a pu penser ou ce qu'on peut penser encore, le match n'est pas complètement plié. Est-ce que vous défendez la science ouverte, est-ce que justement vous avez raison de le faire et pourquoi est-ce que c'est crucial pour l'innovation? Il y a plusieurs questions là. Oui. Sur la place de l'Europe dans le concert de l'IA, moi j'ai toujours été optimiste. On se pose ces questions maintenant parce que ça quand même... il y a des enjeux économiques, géopolitiques, souverains considérables, mais d'abord c'est une discipline assez ancienne. Il y a toujours eu une très forte communauté, un très fort écosystème français, européen en IA, de la recherche publique jusqu'au laboratoire. Et d'ailleurs, les grands acteurs de l'IA américaine, s'ils ne sont pas trompés, ils ont tous mis des laboratoires de recherche de pointe en Europe, entre autres. Et à chaque fois adossés à la recherche publique, à Paris, à Zurich, à Amsterdam, etc., à Cambridge, à Oxford. Donc le tissu de la recherche, parce que c'est quand même une science avant tout, avant d'être une technologie, il est très très fort. Et ça s'accélère évidemment, donc vous avez mentionné des startups et puis des gens comme nous, donc un laboratoire but non lucratif privé. Je pense que le moment qu'on est en train de vivre à Paris en particulier est très excitant, très enthousiasmant. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Une fois de plus, il y a une notion d'écosystème très fort, il y a des très forts labos publics, des startups, des grands groupes. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire. Non, le match n'est pas plié, mais bon, il va falloir mettre de l'énergie, des moyens, des investissements, etc. Après, il y a la question de la science ouverte. Alors, c'est quand même étonnant de se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est même subversif? En fait, pour moi, c'est un pléonasme, la science ouverte. La science, c'est quelque chose d'ouvert, c'est consubstantiel. Une science qui ne serait pas ouverte, enfin, la science
un domaine scientifique avance avec une communauté internationale qui partage. Alors je ne fais pas d'angélisme, hein, c'est des luttes farouches, surtout quand il y a des enjeux de réputation et puis maintenant des gros enjeux financiers. Les chercheurs se tirent la bourre, c'est des gens très compétitifs, mais ils partagent leurs résultats. Une discipline où il n'y aurait pas de partage, c'est une discipline qui s'assèche. Donc c'est très important pour nous, comme pour plein de gens, de faire de la science qui est ouverte pour que le domaine et la technologie qui en découle continuent à progresser très vite. Et si vous regardez ce qui se passe avec l'IA générative depuis 2 ans, ça repose sur des progrès techniques qui ont été développés par l'entièreté de la communauté internationale de recherche en IA. Quelles que soient les valeurs, même si forcément les personnes, enfin le fait de partager ça largement peut aussi être récupéré par des personnes qui ne partagent pas vos valeurs, ou des entreprises qui ne partagent pas vos valeurs. C'est tout à fait vrai, mais c'est l'effet de bord de cette chose-là, mais qui est largement dépassé par les avantages. Mais les régions du monde ou les pays qui ne partagent pas nécessairement nos valeurs, ils ont aussi des acteurs qui font de l'open source. Aux États-Unis, il y a des grands acteurs qui partagent leurs modèles. En Chine, il y a des grands acteurs qui partagent leurs modèles et leurs codes, sur lesquels certaines entreprises françaises s'appuient. Donc il y a quand même une notion, une fois de plus, d'écosystème avec un cercle vertueux. Une fois de plus, c'est une compétition farouche, mais ça sert à tout le monde. Alors j'ai une question pour vous trois, en fait. On voit que l'IA est en train de changer radicalement la façon d'entreprendre, on vient de l'évoquer. En simplifiant et en accélérant drastiquement la conception des produits, notamment les Minimal Viable Products, ou même l'élaboration de nouveaux modèles d'affaires. Est-ce que c'est une opportunité pour démocratiser l'esprit d'entreprise? Je sais pas qui veut commencer avec cette question. Moi je pense qu'il y a à peu près 50% des étudiants qui rejoignent Albert School qui veulent être entrepreneurs. Ouais. Donc c'est un sujet qui me parle. Bon, par ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas 50% d'entre eux qui sont faits pour être entrepreneurs. Donc un de nos rôles, c'est plutôt de leur faire comprendre ce que c'est vraiment que l'entrepreneuriat. Mais bon, c'est une autre histoire. Cela dit, je pense effectivement que l'IA générative change complètement les modèles de pensée qui ont été faits autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus sur faut vendre avant de construire, parce que construire ça coûte cher, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, construire ça prend moins de temps, ça coûte moins cher. Donc est-ce qu'il ne faut pas au contraire construire plein de trucs et essayer de vendre ce qu'on a construit et quitte à itérer. Pareil, le sujet de la dette technique, il faut faire hyper gaffe à ce qu'on construit parce qu'en fait ça prend du temps de construire et sinon on accumule la dette. Mais quand ça prend moins de temps, en fait, cette dette technique, elle coûte moins cher. Donc je pense que ça change pas mal le mindset et c'est assez intéressant. Et quelque part, moi, toutes les semaines, il y a au moins un élève qui vient me voir et qui me dit Grégoire, c'est ridicule, une école comme la tienne, il faut qu'elle ait un incubateur. Ce qui quelque part fait sens. Mais moi, j'ai aucune envie de monter un incubateur pour incuber des projets zombies qui font pas de revenus, et juste pour faire croire à des gens qui seront entrepreneurs, alors que fondamentalement, ils ont l'image d'entrepreneur, mais ils n'ont pas forcément ça au fond d'eux. Et donc moi, depuis le début de l'école, je leur dis, je monterai un incubateur le jour où on aura suffisamment de projets qui font du revenu, même si c'est 300 € par mois, mais qui font du revenu à incuber. C'est-à-dire des gens qui vont vraiment dans la rue vendre des trucs à des gens, etc. Et je pense que maintenant, avec l'IA générative, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire tes premiers euros de revenus, pour avoir ton MVP et avoir des gens à qui ça apporte de la valeur, la barrière d'entrée, elle baisse. Donc oui, je pense que ça change le modèle d'innovation. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que il y a effectivement, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et c'est pas grave d'ailleurs. Il y a plein d'autres métiers qui sont très bien. Et 2, l'IA générative, ça fait pas tout non plus. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'effectivement, je crois que c'est hyper important de savoir un peu ce qu'il y a derrière en vrai. Parce que ça fait plein de choses, mais il y a aussi plein de choses que ça ne fait pas. C'est pas intelligent, par exemple. L'IA générative, c'est pas intelligent. Ça permet de générer du texte, ça permet de générer des images, ça permet de faire plein de trucs, mais non, ça n'est pas l'intelligence de quelqu'un. Et ce que je veux dire, c'est que on est quand même probablement dans une bulle en termes de valorisation. Ça ne veut pas dire que ça vaut rien. Ça veut probablement dire que ça ne vaut pas autant que ce qu'on pense que ça vaut. C'est ça d'ailleurs une bulle. C'est une valeur fantasmée par rapport à une valeur réelle. Et donc du coup, voilà, il faut juste aussi avoir ça en tête. Parce que nous, ça nous arrive parfois de rencontrer des gens qui nous disent « Ah, mais on va faire ci, on va faire ça, etc. » C'est absolument impossible. Mais ils ont l'impression que l'IA générative, c'est absolument génial, ça va tout faire. Non, ça ne fait pas tout. Donc, pareil, je veux dire, c'est que pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur soyons réalistes sur ce qu'on veut faire ou pas, être entrepreneur ou pas, de la même manière, soyons réalistes sur ce qu'on peut faire ou pas avec l'IA générative. On peut faire plein de trucs, mais on ne peut pas tout faire. Raison de plus, et ça, tu as raison, comme c'est hyper simple à utiliser, faut essayer, quoi. Il faut voir, effectivement, nous, on se rend bien compte qu'on traite des quantités industrielles de documents, des dizaines de millions de pages par an. Ben, en fait, parfois, en termes de robustesse, on va utiliser des modèles qui sont un peu avant l'IA générative, mais qui sont en fait plus petits, plus rapides, plus robustes,
plus reproductible. Et puis dans d'autres cas, on va être par exemple sur de l'analyse de documents, de choses moi que j'appelle assez littéraires, mais en pratique ça va être des contrats, ça va être des conventions, des choses comme ça. Là c'est clair qu'il faut le faire en génératif parce que c'est la seule IA qui a vraiment la compréhension suffisante d'un contexte large, etc. Mais nous je sais que voilà, il faut vraiment essayer en vrai. Et comme tu dis, le coût de l'essai est quasiment nul aujourd'hui, donc c'est vrai que ça coûte rien, mais déjà il faut vraiment le faire. On ne peut pas tout faire non plus avec de l'IA. Patrick, vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis entièrement d'accord. Et une chose en particulier qui est intéressante, c'est de vraiment détourer précisément le cas d'usage, ce qui veut dire en particulier savoir évaluer la qualité ou les progrès des modèles. Donc il faut avoir des métriques, il faut avoir des données. Alors pour l'entraînement, le cas échéant, quoique souvent on a désormais avec les modèles fondation le luxe de ne pas nécessiter beaucoup de données d'entraînement. En revanche, il faut des données d'évaluation et des métriques. Et parfois réaliser que effectivement le cas d'usage initialement détouré, il est pas raisonnable parce qu'on a imaginé monts et merveilles. Je vais prendre un exemple un peu frappant, avec un exemple important, c'est celui des véhicules autonomes. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de déceptions, beaucoup d'investissements, mais en même temps ça a beaucoup progressé. Et une chose qui me frappe, c'est que la réussite la plus spectaculaire des véhicules autonomes à l'heure actuelle, c'est des robotaxis, en particulier avec Waymo aux États-Unis. Et c'est une version particulière du véhicule autonome. Et donc ils ont coupé un certain nombre de difficultés. C'est une zone qui est bien connue, qui est cartographiée. Le véhicule ne peut pas aller n'importe où, il peut être téléopéré, etc. Ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est important de restreindre le cas d'usage pour réussir quelque chose. Et après, il faut évaluer et tester. Ouais, je voulais revenir un peu sur l'Europe et l'opportunité, et le dynamisme que l'IA peut créer pour l'Europe et comment est-ce que l'Europe peut tirer parti justement de cette attractivité et de cette puissance autour de l'IA dans le respect de ses valeurs, sans se renier pour autant en fait. Et comment est-ce qu'elle peut mener cette bataille qui est à la fois technologique et culturelle par rapport à d'autres continents, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, qui sont déjà plus avancés que nous sur ces sujets-là. Est-ce que, voilà, c'est pareil, c'est une question pour vous trois, qui veut On ouvre en septembre, donc notre premier campus était à Paris, ensuite on a ouvert à Marseille et Lyon. Et là en septembre on ouvre à Milan, Madrid, Genève. Donc on est en plein dans cette question européenne. Et donc on voit dans nos échanges, chaque fois qu'on va dans un pays, on échange évidemment avec beaucoup de parents, d'élèves, des entreprises, mais aussi des universités. Et on voit dans nos échanges, notamment avec les universités, qu'elles se posent quand même beaucoup cette question aussi. Comment on va former plus de jeunes à ces outils, à ces enjeux, sachant que le modèle fondamental de l'université, c'est normalement, on fait de la recherche sur un sujet, et parce qu'on fait de la recherche sur un sujet, on est légitime pour l'enseigner au niveau master, au niveau bachelor. Là, le sujet est tellement nouveau que le nombre d'universités qui font de la recherche en IA est quand même relativement faible, ou quand elles en font, c'est avec vraiment peu de chercheurs. Pour autant, le nombre de personnes qui sont formées est énorme. Et donc, elles se posent aussi des questions sur l'évolution de leur modèle, et ce qui ouvre des opportunités aussi pour des nouveaux acteurs. Nous, on a annoncé par exemple hier le lancement d'un double master en IA et entrepreneuriat avec Politecnico Milano, donc, qui est une des meilleures écoles italiennes, alors que nous, on est une école qui a 3 ans et on n'est même pas encore ouvert en Italie. Donc voilà, il y a des opportunités d'ouvrir des nouveaux programmes avec des acteurs historiques qui cherchent des nouvelles façons d'enseigner. Et notamment, donc nous, ce qu'on vient apporter là-dedans, c'est un enseignement qui est fait plus par des praticiens et donc qui permet d'avoir potentiellement un vivier d'enseignants ou de gens qui viennent transmettre qui est plus large que uniquement des enseignants-chercheurs qui sont durs à trouver aujourd'hui dans ces domaines-là. Bravo, donc la Albert School s'exporte. Exactement. Non, moi, j'ai le sentiment que pour avancer en IA en Europe, il faut travailler autour de l'IA. Parce que finalement, l'IA, on l'a. On a parlé de Mistral, on est aujourd'hui avec Qt.ai, nous on en fait aussi. Finalement, les aspects IA, alors ça veut pas dire que c'est fini, hein, évidemment c'est une course, il y aura toujours des choses, etc. En revanche, ce qui va autour, c'est-à-dire les infras, les serveurs, les clouds, les applications de base, etc., ça c'est vrai que c'est très majoritairement américain. Aujourd'hui, par exemple, tout le deep learning est fait sur PyTorch ou TensorFlow, qui sont des frameworks de Meta et de Google. On utilise des GPU qui sont NVIDIA, parce qu'on utilise leur langage CUDA, sur lequel justement sont construits PyTorch et TensorFlow, etc. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a toute cette chaîne qui est effectivement jusqu'aux serveurs, jusqu'aux data centers eux-mêmes, qui sont la plupart du temps Azure, AWS ou GCP. Donc en fait, et ça je dirais que c'est autour de l'IA, c'est-à-dire que c'est tout ce qui soutient l'IA. Ça c'est du point de vue technique. Et puis enfin du point de vue réglementaire, j'assistais hier à une table ronde avec Pascal Canfin justement sur le 28e régime.
je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça a l'air extrêmement technique, mais enfin en gros c'est l'idée de dire que dans une Europe à 27, on a 27 régimes, et l'idée ce serait d'en créer un 28e, qui serait une sorte d'état virtuel, dans lequel on pourrait domicilier les entreprises, et qui du coup aurait des accès ultra simplifiés, ou en tout cas homogénéisés, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue social, d'un point de vue législatif, etc. Et donc ça aussi, je dirais que c'est autour de l'IA, mais c'est aussi comme ça qu'on va construire l'IA européenne. Autrement dit, pour finir, l'IA à proprement parler, les modèles, les réseaux de neurones, etc., comme on l'a vu, on a les chercheurs, on a les cerveaux, on a tout ce qu'il faut. Par contre, ce qui va autour d'un point de vue technique, c'est-à-dire les clouds, les frameworks, et même ce qui va autour d'un point de vue réglementaire, ça c'est ce qui reste à construire, mais on est en train de le faire, donc on va y arriver. Le 28e État, incroyable, passionnant. Et pour ajouter une dernière brique qui est celle des données, donc très important également, en particulier pour apprendre des modèles de fondation et en particulier quand ils sont linguistiques. Donc ça c'est vraiment un sujet également important et pour l'Europe. Donc il y a l'aspect culturel et linguistique. Pour un exemple, nous on a sorti il y a peu un petit modèle de langage très compact qui parle à l'écrit, c'est un modèle de langage textuel, les 24 langues officielles de la communauté européenne. Donc à cette occasion j'ai découvert qu'il y en avait 24. Donc ça c'est des choses importantes. Donc là c'est avec des données, c'est entraîné sur des données qui sont accessibles publiquement en ligne. Et je pense qu'il y a un vrai travail désormais à faire autour de la donnée de qualité qui est disponible dans tous les pays européens. Il y a pas mal d'institutions privées et publiques qui ont des archives, qui ont des contenus. Et je pense que c'est intéressant, des groupes de médias aussi, enfin des créateurs de contenu, et travailler avec eux aussi sur la valorisation de leur contenu plutôt qu'ils aient juste l'impression qu'ils sont pillés par les grands acteurs de la tech. Je pense qu'il y a vraiment des actions intéressantes à faire là pour trouver des synergies vertueuses avec les détenteurs ou les créateurs de contenu à l'échelle européenne. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui émergent en faveur d'une Europe puissante et qui va prendre vraiment ce sujet de l'IA au centre de sa stratégie et proposer et prendre toute sa place en fait en tant que continent. J'avais une dernière question en fait qui s'adresse encore à tous les trois sur des conseils que vous pourriez donner à de jeunes étudiants, à des entrepreneurs, à des chercheurs aussi qui souhaiteraient s'emparer des opportunités de l'IA. Quels conseils en fait vous leur donneriez avant de se lancer? J'ai commencé sur les deux d'avant. Des conseils à des étudiants. Alors, il y a une première chose moi, qui me frappe, c'est que l'IA, c'est aussi, je trouve, l'IA actuelle avec les frameworks, etc., les modèles fondation, et énormément d'open source, donc énormément de choses disponibles et facilement utilisables. Je pense que c'est une chance extraordinaire pour réenchanter les maths et l'informatique. C'est-à-dire on peut, en 2 coups de cuillère à peau, faire des choses extraordinaires, faire des choses extraordinaires à une machine, qui est quand même ce qui est motivant quand on fait de l'informatique. Donc je pense que ça peut être déjà un vecteur d'accès à la chose informatique et mathématique. Et ça serait bien en particulier que ça attire plus de filles. Donc voilà, c'est un message. Donc ensuite, pour ceux qui vraiment se destinent à être usagers, voire concepteurs ou entrepreneurs autour de ces technos-là, on parle souvent des maths autour de ça, de l'excellence de l'école mathématique française, certes, mais c'est pas des maths de très haut niveau quand même. Il ne faut pas être chercheur en maths pour faire Alors on peut faire de l'IA théorique, mais l'IA moderne actuelle, c'est quand même beaucoup d'ingénierie et des maths appliquées, disons, assez standards. Donc c'est bien de le comprendre, mais c'est bien aussi d'être un très bon informaticien pour être utilisateur, développeur et chercheur en informatique. Donc il faut, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut continuer à apprendre le Python? Oui, je crois qu'il faut continuer à l'apprendre. Il faut l'apprendre en ayant aussi les aides, tous ces assistants IA au développement, savoir aussi les utiliser pour être super efficace. Donc vraiment être très fort en programmation et puis aussi dans l'utilisation de calculs distribués sur des GPU. Donc ça, en tout cas, pour l'instant, ça va être assez, voire crucial. Et nous, quand on fait passer nos entretiens, y compris pour des chercheurs, c'est des choses qu'on teste de façon assez approfondie. Donc, contrairement en fait à ce que dit Sam Altman, qui prétend qu'en fait tout entrepreneur maîtrisant bien l'IA pourrait générer une auto-entreprise d'un milliard de dollars, de plus d'1 milliard de dollars, vous n'êtes pas forcément convaincu. Je me méfie des paroles messianiques. Grégoire ou... Non, juste en un mot, parce que
tu as déjà presque tout dit, mais je dirais pour les entrepreneurs, surtout travailler sur des cas réels, des choses concrètes. C'est que là encore, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça fait un peu rêver l'IA et on a l'impression qu'on va pouvoir très rapidement faire des choses absolument géniales, etc. La vraie vie, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc effectivement, là en ce moment, j'accompagne une start-up justement qui se lance sur quelque chose d'hyper précis. Et en fait, c'est quelqu'un qui a bossé 5 ou 6 ans dans le domaine, qui l'a fait manuellement, et qui ensuite, qui est smart, qui est malin, qui s'est mis sur son GPT ou sur son Mistral ou sur ce qu'on veut, qui a créé un design, qui a travaillé dessus, mais parce qu'il sait ce vers quoi il faut arriver. C'est ce que tu disais, Patrick, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une idée un peu vague, assez souvent on va avoir un résultat un peu vague, et simplement comme on peut tester très facilement, tout de suite on va tester, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir bien en tête le cas concret, qu'est-ce qu'on veut en obtenir, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et là, effectivement, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup de boîtes très rapidement. Lui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de compétences en informatique, il est malin. Il a utilisé effectivement un GPT-o3 pour générer du code, pour tester, pour revenir, etc. Et il a pu faire son démonstrateur tout seul. Maintenant, ensuite, pour passer en production et pour faire des choses industrielles, il faut des vrais devs, il faut des vrais DevOps, il faut des vrais infra, etc. Mais c'est vrai que là, l'intérêt, c'est qu'on peut faire un démonstrateur très vite. Mais là encore, il faut aller dans le détail, il faut avoir un use case précis de ce qu'on veut faire. Moi, je vais donner un conseil qui est un peu moins technique et que je vais reprendre à un investisseur qu'on partage, donc Xavier Niel, qui gentiment vient parler de temps en temps à nos étudiants. Et la dernière fois, il est venu parler pendant à peu près 1 heure. Et pendant 1 heure, il a globalement dit une seule chose. Il a dit « Soyez optimistes ». Voilà, le monde change, il y a beaucoup d'articles de presse qui disent que les métiers n'existeront plus, que ça va être difficile, etc. Que les gens sont de plus en plus intelligents et donc on peut se dire moi je vais jamais y arriver, etc. Il dit soyez optimistes. Tout ça c'est des opportunités. Et il donne un exemple. Il dit lui quand il a monté Free, son premier business plan, au bout de 5 ans, il faisait 100% du marché des télécoms. Voilà. Donc un business plan optimiste. Bon, évidemment, il ne fait pas 100%, il fait 25%, qui dit qu'il a raté et tout. Ça reste pas mal, quoi. Mais en gros, viser les étoiles pour atteindre la Lune. Et particulièrement maintenant, avec des outils nouveaux, le monde... il y a plein d'opportunités pour créer des nouvelles choses dont le monde a besoin. Donc soyez optimistes et osez. Osez, utilisez ça, lancez des choses, testez. Parce qu'en plus, c'est comme ça que vous allez apprendre. Donc c'est ça mon conseil. Merci, ça me semble être une très belle conclusion. Soyez optimistes. Donc, merci à Grégoire Genet d'Albert School, à Gilles Moïse de Récital et à Patrick Pérez de QTI pour cet échange particulièrement inspirant. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes YouTube habituelles notamment, mais aussi sur notre page KPMG Innovation. Et vous pouvez aussi télécharger notre boucle de tendance 2025, donc l'économie de l'intelligence, sur le site KPMG Innovation. Le lien est dans l'émission. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode de Futur plus humain. Si vous voulez, on a un peu de temps pour des questions. Si vous avez des questions en non enregistrées à poser à... Voilà. Attends. Ma question, est-ce que quand on est qu'un cas et une femme, on peut imaginer rejoindre ce monde qui peut paraître très oléné si on n'est pas dedans, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont disponibles sur le marché, mais est-ce qu'on sait aller les chercher ? Ah, c'est coupé. Les micros ne marchent plus en fait. Attends. C'est parce que c'était enregistré. Allô, ouais, c'est bon. 1, 2, ouais, c'est bon. On fait quand même pas mal de formations exécutives aussi à Albert School, donc on forme un certain nombre de quinquas. Généralement, d'ailleurs, il y a plus de parité quand on forme dans une formation exécutive que quand on forme nos élèves. Malheureusement, chez nos élèves, il n'y a que 25% de jeunes filles. Mais en formation exécutive, on est pas loin de 50-50. Et ça se passe très bien. En fait, c'est des outils qui sont quand même hyper accessibles. Généralement, les gens ressortent avec la volonté de passer plus de temps ensuite sur ces outils, de tester, de découvrir, d'apprendre. Donc oui, je pense qu'au contraire, il faut y aller encore plus quand on est quinquas et quand on est une femme. Réponse complémentaire et alignée. Moi, j'interviens en ce moment dans un executive master à Polytechnique, donc avec des gens plutôt
qui n'ont plus 20 ans. Et il y a effectivement il y a la parité, enfin la diversité sous tous les axes est plus importante que dans les cohortes que je vois de jeunes gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs. Ce qui m'attriste d'ailleurs, c'est que on aimerait bien avoir des CV de filles, mais on en a vraiment. Alors là, moi je parle de vraiment côté recherche, mais on en a vraiment très 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 peu. Et il suffit de regarder les proportions de filles dans les meilleures écoles d'ingénieurs, c'est quand même pas fameux, hein, malheureusement. Oui, c'est nous aussi ce qu'on voit quand on recrute, effectivement, c'est très majoritairement des garçons, quoi. Et plutôt jeunes. Voilà. Mais en tout cas, non, il n'y a pas d'impossibilité structurelle, enfin, évidemment que non. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Question un peu croisée pour vous deux. Plus j'explore et j'essaie de comprendre l'IA, notamment sur le registre conversationnel, oralité. Moi, ça m'interroge beaucoup sur le rapport à l'écriture. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu l'outil de la revanche des cancres, d'une certaine manière? Parce qu'un cancre est juste peut-être inadapté à un format scolaire, mais potentiellement très intelligent. J'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, y compris quand j'étais à l'école. Et donc voilà, est-ce que demain, ou même pour les analphabètes par exemple, de se dire, ben voilà, j'ai un outil qui va me donner accès à des choses qui m'étaient fermées du fait de la fermeture à l'écrit. Voilà, j'avais pas réfléchi en ces termes, mais je trouve ça très intéressant comme point de vue. Je pense que déjà, pour certaines personnes, le rapport à la machine est plus simple que le rapport à un prof humain. Donc il y a moins d'autocensure. Je pense qu'il peut y avoir plus de liberté qu'on veuille créer des images ou faire du texte. Donc je pense que c'est intéressant. Et ça a été souvent dit, mais l'IA générative, ça peut être vraiment un très bon sparring partner dans la créativité. Donc je pense que c'est intéressant comme point de vue. La question, on soulève une autre, c'est qu'est-ce qu'un cancre? Il y a peut-être 100 ans, savoir écrire, ça voulait pas dire savoir écrire sans faute d'orthographe, ça voulait savoir dire avec un stylo, savoir faire des belles lettres. Et à l'époque, quand les premières machines à écrire sont arrivées, on s'est dit oulala, mais les gens vont ne plus savoir réfléchir parce qu'ils ne sauront plus faire des belles lettres. Bon, finalement, ça va en fait, qu'on tape ou qu'on écrive à la main, ça change pas grand-chose. Bon bah maintenant, peut-être qu'on écrira plus à la main et ça écrira à notre place. Est-ce que les gens sauront plus réfléchir? C'est pas sûr. Peut-être, mais c'est pas sûr. Enfin, et par contre, ça pose la question de comment on évalue aussi et comment on trouve les talents. Effectivement, il y a beaucoup de DM ou de devoirs maison qu'on ne peut plus donner aux élèves, hein, parce que sinon on lit des copies de ChatGPT, c'est pas très intéressant. Et pour donner un exemple, nous, ce qu'on fait en entretien d'admission dans l'école, pour essayer de chercher des gens qui savent réfléchir, on fait des brain teasers. Donc par exemple, si l'élève, donc c'est un lycéen, hein, s'il joue au basket, on va lui demander combien de ballons de basket sont vendus en France chaque année. Et on s'attend évidemment pas à ce qu'il connaisse la réponse, mais on s'attend à ce qu'il soit capable de réfléchir à un problème ouvert, de faire des règles de 3, et qu'à la fin, quand il ait trouvé une réponse, il a un peu d'esprit critique. Peut-être il s'est trompé dans son calcul et il a trouvé 1 milliard, ou peut-être qu'il s'est trompé dans son calcul et il a trouvé 1000. C'est pas grave qu'il se trompe dans son calcul, mais il faut qu'à la fin, il soit après capable de prendre du recul et dire c'est peut-être un petit peu bizarre, je vais refaire mon calcul, etc. Et donc voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont pas remplacées, en tout cas pas encore par l'IA générative, et qui sont les choses importantes qu'il faut réussir à tester, à travailler et à développer chez les étudiants. Gilles, le mot de la fin? Ouais, merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là, parce qu'il y a la keynote suivante. Merci. Merci beaucoup. Merci.